Être auditeur, c'est très simple. C'est être un acteur de la confiance sur les données financières, mais également désormais sur les données extra-financières, à destination de différentes parties prenantes, qui peuvent être les actionnaires, mais également les dirigeants ou des tiers. Et l'audit était considéré comme une des voies royales. Car le métier de l'auditeur, c'est de faire le lien entre la réalité et les chiffres qui traduisent cette réalité. Lorsqu'on fait de l'audit, dès qu'on sait faire quelque chose, on le transmet et on va faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Ce qu'on attend d'un candidat, c'est de l'engagement, c'est de la fiabilité, c'est de la curiosité et c'est la capacité à travailler en équipe. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Patrick Vincent Genot. Bonjour Guillaume. Vous êtes auditeur et partenaire au sein du cabinet d'audit et de conseil financier EY. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager votre histoire dans le Career Insight de Training You. Avec plaisir. La première question est toujours un peu générale. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ? Mais avec plaisir. Après avoir grandi dans les Alpes, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait un semestre d'échange à Hong Kong. Et ensuite, je suis revenu en France pour raisons personnelles. Et j'ai commencé dans ce qui était à l'époque Arthur Andersen, qui a fusionné avec Ernst & Young en 2002. Et puis, petit à petit, j'ai fait différentes missions en France, en Afrique, parfois en Asie. Je suis allé beaucoup en Angola, notamment. Et en 2005, par sérendipité, je me suis retrouvé impliqué sur un family office qui s'appelait Groupe Arnault. Et je suis auditeur de Groupe Arnault, qui est le holding de la famille Arnault qui détenait LVMH. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mis à auditer des maisons d'LVMH, puis LVMH lui-même, jusqu'à devenir un des associés signataires. Et j'ai continué en même temps à travailler avec d'autres clients. Et précision importante, j'ai fait une petite pause dans ma carrière, puisqu'en 2005, j'ai pris 2 mois pour aller faire une mission humanitaire en Inde. C'était une étape importante, j'avais besoin de regarder un peu comment j'allais orienter mon parcours, donc j'en ai profité. Alors, on va revenir sur les étapes du parcours. Je commence avec l'audit. L'audit est parfois un métier qui est mal connu, mal considéré par les jeunes étudiants et jeunes diplômés aujourd'hui. Comment définiriez-vous le plus simplement possible le métier d'auditeur ? Être auditeur, c'est très simple. C'est être un acteur de la confiance sur les données financières, mais également désormais sur les données extra-financières, à destination de différentes parties prenantes, qui peuvent être les actionnaires, mais également les dirigeants ou des tiers. Alors, vous avez étudié à l'ICN, Business School, et au sortir de vos études, vous avez débuté votre carrière précisément en audit, vous l'avez rappelé. Quand avez-vous découvert ce métier ? Comment l'avez-vous découvert ? Et qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans l'audit ? Alors, comment j'ai découvert ? Par hasard, mais à l'époque, les cabinets d'audit venaient sur les campus et l'audit était considéré comme une des voies royales. Et donc, naturellement, on était très sollicités. C'était un métier très formateur. J'avais une dominante finance. Donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'audit, qui était un métier, et qu'il est toujours d'ailleurs, très valorisé, extrêmement formateur et qui ouvrait plein de portes. Aujourd'hui, les étudiants, ils hésitent entre parfois l'audit et d'autres métiers en finance. Si un étudiant venait vous voir aujourd'hui dans la rue, vous interpelle et il vous dit « j'hésite à faire de l'audit », qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre de débuter sa carrière dans ce métier ? Bon, c'est normal d'hésiter au début. Le choix, c'est toujours complexe. Mais je commencerai par dire que l'audit, c'est sans doute aujourd'hui un des métiers les plus formateurs. C'est un métier qui recouvre énormément de facettes et qui permet d'appréhender une organisation dans toute sa diversité. Parce qu'un bon auditeur doit appréhender la chaîne de valeur, j'y reviendrai. C'est un métier qui est également extrêmement méritocratique. Le propre au cabinet d'audit, à EY, mais plus généralement au Big Four, c'est que les associés, c'est-à-dire les actionnaires, sont à l'origine des gens qui ont été recrutés et qui ont été petit à petit cooptés pour devenir actionnaire. Et ça, c'est assez unique au système de partnership.
Et je pense que cette méritocratie est au centre de nos convictions. C'est parce que moi, aujourd'hui, je recrute demain les personnes qui reprendront ma place, que j'ai besoin de bien les recruter, mais surtout de les former continuellement, parce que c'est eux qui garantiront la pérennité d'EY et les succès d'EY de demain. Donc la seule richesse d'un cabinet d'audit, ce sont les femmes et les hommes qui composent ces équipes. Partant, on a un investissement extrêmement fort dans la formation des personnes qui nous rejoignent dès leur entrée. Et chez EY tout particulièrement, c'est vraiment un des points principaux que je voudrais que les étudiants et futurs diplômés gardent en tête. Alors vous parlez des étudiants, jeunes diplômés et des jeunes auditeurs. Quelles sont concrètement les missions des jeunes auditeurs quand ils arrivent dans un cabinet comme EY? Alors peut-être pour commencer, je voudrais définir les 3 grandes dimensions de ce qu'est une mission d'audit. La première, c'est la compréhension de l'activité du client. Ça, c'est très important. L'audit est un métier de terrain. Parce que pour comprendre une activité, il faut aller sur le terrain. On ne peut pas comprendre comment fonctionne une boutique sans aller dans une boutique. Mais une boutique, c'est assez facile parce qu'on fréquente tous des boutiques. Mais comment est-ce qu'on peut appréhender, je ne sais pas, une manufacture de câbles chez Nexans ou une activité d'extraction pétrolière sans aller voir une plateforme? Et donc, il faut absolument comprendre la réalité. Car le métier de l'auditeur, c'est de faire le lien entre la réalité et les chiffres qui traduisent cette réalité. Et pour bien le faire, il faut toujours partir de la réalité, donc de l'activité. Le deuxième pilier, c'est l'approche par les risques. Un auditeur doit appréhender les risques. Et donc, on ne va pas se focaliser sur ce qui n'est pas risqué, on va au contraire se focaliser sur ce qui est risqué. Comment est-ce qu'on fait ? On commence par la connaissance de l'activité, apprécier les grands risques, et ça se fait en lien avec l'audit interne, avec les systèmes de risk management en entreprise, avec différentes parties prenantes. On regarde ensuite comment ces risques sont couverts par l'entreprise, quel contrôle elle a mis en place et comment ces contrôles opèrent. C'est ce qui se fait par différents tests. Et puis, donc ça c'est le deuxième pilier, l'approche par risque. Et puis le troisième pilier qui est très important, c'est la communication. Bon, un bon auditeur, évidemment, se doit d'écouter. C'est sa première qualité, mais il ne faut pas simplement savoir écouter, il faut savoir appréhender la réalité de l'activité, gérer les risques et puis restituer les conclusions de cette mission. Et pour bien les restituer, il faut bien évidemment des qualités de communicant. Ces qualités s'expriment également tout au long de la mission, à travers la présentation de l'approche qu'on va mettre en œuvre, la manière dont on va la mettre en œuvre, et c'est une qualité également essentielle. Comment est-ce que tout ça se décline chez les personnes qui rejoignent EY ? Lorsqu'on est assistant chez EY, on se prépare à devenir senior. Et donc on commence par auditer différents aspects de l'entreprise. D'abord par une phase d'intérim, c'est la phase pendant laquelle on appréhende les principaux processus de l'entreprise. C'est bien évidemment au cours de cette phase qu'on apprécie l'activité de l'entreprise, les spécificités de telle activité. On n'a pas les mêmes risques, je prenais l'exemple du retail, on n'a pas les mêmes risques dans une activité de retail que lorsqu'on doit charger un supertanker en baril de pétrole, puisqu'un supertanker en baril de pétrole, vous avez 1 million ou 2 millions de barils dans un supertanker à $100 le baril. Un supertanker, c'est 100 à 200 millions de chiffre d'affaires. La même chose dans le retail, ce sont des milliers de transactions. Et donc, bien évidemment, ces aspects-là sont extrêmement structurants. La deuxième phase de l'audit, c'est la phase où on va apprécier tous les contrôles, toujours du jour en intérim, et comment est-ce qu'ils ont été mis en place par l'entreprise, toujours sur le terrain. Puis ensuite, on va tester la manière dont ces contrôles opèrent pour couvrir les risques résiduels, ce qui se fait généralement à l'automne et puis en début d'année. Et ultimement, on va restituer sur cette mission et émettre nos rapports. Donc la restitution, elle intervient à chaque phase de l'audit. C'est un métier où il faut savoir communiquer. Et puis l'émission des rapports, c'est bien évidemment la finalisation. Vous avez été jeune auditeur chez Arthur Andersen puis EY, quand EY a repris l'activité d'Arthur Andersen, et vous êtes aujourd'hui auditeur senior. Comment les missions des auditeurs évoluent-elles avec le temps quand on devient plus senior au sein du cabinet ? Alors, comment est-ce qu'elles évoluent ? Il y a différents grades. Donc là, je parlais des missions des assistants. Ces assistants sont encadrés par un senior. On devient senior après 2 ans en audit. C'est une des caractéristiques très, très fortes. C'est assez rapide. C'est qu'on arrive très rapidement à une position où on va être en situation de manager. Et au fond, les 2 années d'assistant sont des années où on se prépare à devenir senior, car si on rejoint EY et si on rejoint un big, c'est pour être senior. Le senior est la clé de voûte ou la pierre angulaire, comme vous préférez,
de l'audit. C'est un rôle extrêmement important. C'est l'articulation entre la relation client, l'approche par les risques, l'exécution de la mission et la communication. Et ça, c'est entre 2 et 5 ans d'expérience. C'est un rôle extrêmement structurant, extrêmement formateur, et c'est un poste à responsabilité. Quand on a été senior et qu'on a eu du succès, on peut devenir manager. Alors manager, c'est toujours un poste où on manage, c'est un poste évidemment où on encadre des seniors, c'est un poste où on prend un peu plus de distance, donc on n'est pas en permanence sur le terrain. On a différentes équipes qui travaillent pour soi au même moment, et on fait ce que fait le senior, mais bien évidemment, on fait surtout ce que le senior ne sait pas faire. Et je voudrais insister sur cette caractéristique de notre métier. Lorsqu'on fait de l'audit, dès qu'on sait faire quelque chose, on le transmet, et on va faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Quand je disais que c'est un métier extrêmement formateur, il est très évolutif, comme vous le voyez. Vous êtes assistant, puis senior, puis manager, puis à terme, après quelques années, associé. Et dès que vous allez faire quelque chose, la logique veut que vous le transmettiez, vous le déléguiez, et que vous alliez explorer des territoires que vous connaissez moins, des savoirs que vous n'avez pas encore, qu'il s'agisse de hard ou de soft skills. Et c'est tout l'intérêt du métier d'auditeur. Patrick Vincent Genot, il y a une question que beaucoup d'étudiants se posent, c'est la différence entre l'audit, qui est une mission légale, et le conseil financier, qui est plutôt une mission contractuelle au service d'entreprise. Pouvez-vous éclairer cette distinction ? Je pense que c'est une très bonne question. Ce qui est très important, c'est que l'auditeur doit rester indépendant et avoir une pleine intégrité quand il porte un regard sur l'entreprise, son organisation et ses comptes. Donc bien évidemment, cette indépendance est essentielle. Lorsqu'on est sur des missions de conseil, il y a parfois plus de subjectivité. Et donc, en réalité, lorsqu'on est jeune, est-ce que ça change radicalement les choses ? Pas nécessairement. Je reste convaincu que l'avantage de l'audit, c'est d'appréhender une organisation dans toute sa richesse et dans toute sa chaîne de valeur, là où le conseil va être plus ciblé, au plan pratique. Et ensuite, au plan réglementaire, bien évidemment, lorsqu'on est auditeur, c'est cette indépendance qui prime, qui est vraiment essentielle. Et est-ce que c'est pas trop difficile parfois d'être vraiment indépendant de son client ? On est avec lui au quotidien. Comment garder le recul et cette neutralité nécessaire ? Vous m'avez posé la question tout à l'heure des origines de la réglementation qui visait à faire tourner les cabinets d'audit. Je pense que c'est la manière dont le régulateur répond à cette question, mais je crois toujours, pour ma part, que c'est une question d'intégrité personnelle et d'ADN. Et il ne faut jamais transiger avec cette intégrité. Vous avez plus de 20 ans d'expérience maintenant dans le métier de l'audit. Comment ce métier a évolué au cours de ces années et quelles sont les grandes tendances aujourd'hui qui structurent le métier d'audit ? Ce métier a évolué d'abord au plan réglementaire. Je voudrais faire une parenthèse autour de la confiance. Guillaume, vous avez fait confiance aujourd'hui à de nombreux inconnus. Vous faites confiance à toute la chaîne agroalimentaire, vous buvez de l'eau du robinet, j'imagine que tous vos avoirs sont sur un compte bancaire, donc vous faites confiance à tout le système bancaire dans un monde qui est aujourd'hui soumis à un certain nombre de menaces ou de péripéties. Donc vous avez des cyberattaques, vous avez tout un tas de raisons qui font que cette confiance, vous avez raison de faire confiance, mais cette confiance est absolument essentielle. La confiance est le socle de la société. Quel est le métier d'EY au fond ? EY est un des acteurs de la confiance. Donc nous ne sommes pas responsables de tout, mais nous sommes responsables de la qualité de l'information financière et également de la qualité de l'information extra-financière. Informations qui sont absolument essentielles dans une société qui aujourd'hui est très monétarisée, mais qui va demain également apprécier sa performance à l'aide d'indicateurs extra-financiers qui sont extrêmement structurants pour notre avenir collectif. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'émergence ou du développement de ces critères extra-financiers, de cette information extra-financière qui vient aussi avec tous les enjeux liés à la RSE et à la transition écologique, j'imagine. Avec plaisir. Donc c'était un des éléments sur lequel je voulais évidemment développer à propos de l'évolution de notre métier, mais sur l'extra-financier, c'est une lame de fond. Il y a deux lames de fond qui vont impacter, et je reviendrai sur la deuxième ensuite, qui vont impacter la carrière des jeunes diplômés. La première, c'est l'extra-financier. On ne saurait mesurer la performance et la valeur sans une mesure objective des données extra-financières. Et la deuxième, c'est le digital. Alors, le digital recouvre plein de réalités, j'y reviendrai. Et donc, sur l'extra-financier, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que, bien évidemment, les entreprises n'ont pas attendu la réglementation pour s'intéresser à leur performance extra-financière.
Cela étant, elles n'ont pas toujours structuré leur reporting de la bonne manière parce que l'information extra-financière est extrêmement difficile à mesurer. C'est pour ça qu'on met d'ailleurs autant de temps à trouver une réglementation qui soit porteuse de sens et de valeur. Dans ce contexte, EY très tôt s'est impliqué puisqu'on a créé notre ligne RSE en 1995, là où personne ne se penchait encore sur le sujet. C'est bien après le rapport de Rome, mais c'est bien avant les autres. Et on a aujourd'hui la ligne de service qui est la plus développée au sein des Big Four et sans doute au sein des sociétés de services en France, par conviction parce qu'on a commencé très tôt. C'est un sujet qui recouvre beaucoup de facettes et beaucoup de réalités. Comment mesurer la performance extra-financière? Est-ce qu'il s'agit de biodiversité? Est-ce qu'il s'agit de réserves marines? Est-ce qu'il s'agit de mesures carbone? Est-ce qu'il s'agit de droits humains? Vous avez énormément d'éléments dans la performance extra-financière et vous avez de surcroît des sociétés qui sont pas encore structurées pour suivre correctement cette performance. Donc c'est un des défis du 21e siècle, sans doute un des plus passionnants. C'est un défi que j'attends personnellement depuis que j'ai commencé ma carrière et qu'aujourd'hui s'incarne pleinement. Et sur le digital alors, cette deuxième lame de fond dont vous parliez? Il y a 3 révolutions digitales. Il y a l'émergence d'Internet, fin des années 90, et son essor rapide. Il y a l'arrivée de l'iPhone, sans lequel une génération ne saurait vivre, mais qui n'existait pas il y a 15 ans. Et puis, il y a aujourd'hui, non pas l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle générative, qui est évidemment une révolution dont on exagère peut-être les effets à court terme, mais dont on minimise certainement les effets à long terme. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Et quel est l'intérêt de travailler dans un cabinet d'audit comme EY? EY investit énormément dans les nouvelles technologies. On investit près d'1,4 milliard dans notre outil d'intelligence artificielle générative interne, en partenariat avec Microsoft. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord parce que toute l'organisation du travail va se retrouver bouleversée, mais également parce qu'il faut toujours qu'on soit à la pointe de la technologie pour suivre ce que font nos clients. Je vais vous donner un exemple très concret. Un de mes clients, aujourd'hui, a un protocole d'intelligence artificielle basique qui permet de traiter 95% de ses factures. Donc en fait, vous êtes dans la gestion électronique complète et vous avez des personnes qui, bien évidemment, valident ces mêmes factures, mais qui sont pas à l'origine de la saisie. Donc on est passé, dans les années 80, à des gens qui saisissaient manuellement des choses, aux années 2000, à des choses qui étaient beaucoup plus digitalisées avec SAP, aujourd'hui, à des choses qui sont complètement automatisées, et demain, qui vont s'automatiser davantage. Et lorsque vous êtes auditeur, d'abord, vous n'êtes jamais seul, on pourra en parler ensuite, mais vous êtes toujours entouré d'experts, dans un monde qui va en se complexifiant et en se sophistiquant. Et vous avez besoin de comprendre comment est-ce que l'information est traitée. Et donc, vous avez besoin de comprendre tous ces genres de systèmes d'information, mais vous avez bien évidemment besoin de comprendre tout ce qui est automatisé afin de l'auditer correctement. Et donc, bien évidemment, on forme nos équipes au développement durable et également aux nouvelles technologies parce que c'est leur avenir et c'est donc aussi notre avenir. J'ouvre un second chapitre de ce podcast, c'est EY, puisque vous travaillez depuis le début de votre carrière, alors Arthur Andersen, mais qui a été racheté par EY, et vous évoluez chez EY depuis de nombreuses années. Ça devient assez rare finalement dans notre monde d'aujourd'hui, cette fidélité à une entreprise, et vous l'êtes, Patrick Vincent Genot. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le cabinet EY? J'adore votre question parce que je dis toujours que la question, c'est pas pourquoi on a choisi tel ou tel cabinet, c'est pourquoi on y reste. Et je crois qu'on y reste par les défis qu'on nous offre et par les valeurs qu'on partage avec les personnes qu'on y rencontre. EY aujourd'hui est un cabinet mondial, multidisciplinaire. On a 4 grandes lignes de service. Une ligne qu'on appelle assurance qui recouvre l'audit, le développement durable, 2 tiers de conseil et 1 tiers d'audit des données extra-financières, du conseil comptable et financier, Fraud Investigation Services, une partie advisory, une partie consulting. Cette partie-là va de la gestion du changement à la mise en place de systèmes de mesure de la performance, systèmes d'information ou d'organisation. Une partie stratégie et transactions. Et EY s'est rapproché il y a quelques années de Parthénon, très bien positionné sur le sujet de stratégie également. Et puis une partie qu'on appelle Tax and Law et qui, bien évidemment, recouvre tous les aspects juridiques, légaux et fiscaux qui sont également au cœur de la vie des entreprises. Il y a un 5e métier chez EY qu'on connaît très mal, qu'on appelle les métiers de l'interne. Parce qu'évidemment, dans une organisation professionnelle comme EY, on a énormément de personnes qui sont au service de cette organisation, qu'il s'agisse de recrutement,
qu'il s'agisse de formation et de développement, on en parlait tout à l'heure, ou de tous les services que vous pouvez imaginer dans une société qui aujourd'hui réalise 50 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial et un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en France, avec près de 6000 collaborateurs pour la France. EY est l'un des très grands cabinets de conseil pluridisciplinaires et d'audit. C'est aussi l'un des membres du Big Four avec KPMG, Deloitte et PwC. À votre avis, quels sont les avantages de débuter et de faire votre carrière en audit dans un mastodonte comme EY par rapport à une plus petite structure? Moi, il me semble l'important quand on débute sa carrière, c'est de se former. C'est absolument essentiel de se former. Et aujourd'hui, pour se former à la RSE, il faut mieux être dans un cabinet pluridisciplinaire. Et pour se former aux technologies nouvelles également. J'ai évoqué un investissement d'1,4 milliard dans un partenariat avec Microsoft pour avoir notre propre protocole d'intelligence artificielle générative, puisqu'évidemment, l'intelligence artificielle générative a besoin d'être réglementée. Cette capacité d'investissement, nous l'avons parce que nous sommes un grand cabinet mondial avec la surface financière suffisante et que nous sommes intégrés, donc nous pouvons mutualiser nos investissements. Ça, c'est absolument essentiel. L'autre avantage, c'est la capacité de travailler avec les meilleurs experts. Qu'il s'agisse de systèmes d'information, qu'il s'agisse d'analyse de données, qu'il s'agisse de percevoir des enjeux d'organisation ou d'architecture IT, qu'il s'agisse de comprendre aujourd'hui les enjeux de répartition des chaînes de valeur dans le monde, qui sont un sujet extrêmement prégnant pour les entreprises, pour savoir où et quand vont être taxés les profits et comment est-ce qu'ils sont réalisés. Tous ces aspects-là sont d'un intérêt immense, mais d'une complexité également très élevée. Et la force de nos cabinets, c'est justement cette pluridisciplinarité. J'ai toujours chez EY un expert extrêmement brillant qui est prêt à répondre à mes questions, quel que soit le sujet. Et ça nous permet d'être très pertinents avec nos clients. Si un deuxième étudiant venait vous voir, Patrick Vincent Junior dans la rue, un autre, lui, pas de problème, il veut faire de l'audit, il a déjà été convaincu par ce podcast. Mais il hésite entre EY et l'un des autres membres du Big Four. Quel argument lui donneriez-vous pour le convaincre de débuter sa carrière en audit chez EY? Mais d'abord, je félicite parce il ou elle a du discernement et je pense que c'est très bien et normal d'hésiter. Ensuite, je dirais qu'on a une caractéristique chez EY, c'est qu'on est certainement le cabinet qui investit le plus dans la formation de nos ressources, par conviction. On est absolument convaincu que, en formant nos ressources, d'abord on leur permet de s'épanouir, mais on offre aussi une qualité d'audit qui est meilleure. Deuxième intérêt, c'est qu'on est un cabinet qui est très intégré au plan mondial. Alors ça permet bien évidemment d'aller à l'étranger facilement. On a au sein de la région Europe-Ouest la possibilité d'avoir des séjours de 3 mois à 1 an et de circuler très facilement entre une quinzaine de pays. On a également, grâce à ça, la capacité à avoir un réseau mondial qu'on active, qui a une méthodologie d'audit qui est totalement unifiée. On est les seuls à avoir ça, une méthodologie d'analyse de données qui est également totalement unifiée. Donc ça nous donne une force de frappe qui nous permet de miroiter l'organisation de nos clients. Ça nous permet également d'avoir des collaborateurs qui ont les outils les plus avancés au plan technologique puisqu'on mutualise totalement notre capacité à investir. On va parler un petit peu de l'actualité de EY de ces dernières années. Alors d'abord, une actualité positive. Vous êtes l'un des leaders en audit, notamment auprès des grands comptes. En effet, vous couvrez, il me semble, plus de la moitié des entreprises du CAC 40 en France sur les missions de commissariat aux comptes. Mais il y a une évolution réglementaire qui fait que vous devez parfois céder ou arrêter certains mandats du fait de la rotation obligatoire des mandats. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter en quoi consiste cette réglementation? C'est une réglementation qui est une réglementation européenne qui vise à s'assurer d'une rotation des mandats suffisante, c'est-à-dire en France où pour les grandes entreprises il y a du co-commissariat aux comptes tous les 24 ans. C'est une réglementation qui est assez structurante. Et comme je le disais, dans les forces qui façonnent nos métiers, il y a la technologie, il y a l'extra-financier, et puis il y a bien évidemment un besoin réglementaire visant à s'assurer que les acteurs de la confiance agissent de la bonne manière. Cette réglementation, est-ce qu'elle nous fait plaisir? Pas nécessairement. Est-ce qu'elle nous inquiète? Non, puisqu'on est bien outillé pour y faire face. C'est le jeu de la rotation des mandats. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'appels d'offres. Ça veut dire également que, indépendamment de la rotation des cabinets, chaque associé, après 6 ans, sort d'un mandat pour s'assurer
de sa parfaite indépendance vis-à-vis du client concerné. Et donc, il y a un nouvel associé qui rentre et qui porte un regard neuf sur ce mandat. Quelle est la position aujourd'hui en termes de part de marché de EY par rapport aux autres membres du Big Four sur les grands comptes? Vous le disiez, on est très présent sur les grands comptes. On a un certain nombre de mandats qu'on va laisser à nos compétiteurs, qui du coup sont ravis, puisque forcément le leader doit lâcher certains mandats, mais on en gagne également d'autres, et on a été récemment, on a eu quelques très beaux succès sur des appels d'offres. Je peux pas vous en dire plus, mais je vous remercie de vous soucier de la part de marché d'EY et je vous rassure complètement sur le sujet. Nous suivrons ça avec intérêt. Il y a une deuxième actualité qui est peut-être un peu moins positive. Enfin, j'aimerais bien votre avis là-dessus. C'est le projet Everest qui visait à séparer les activités d'audit et de conseil. Ce projet a été initié en 2022 et il a été abandonné en 2023. D'abord, pourquoi le management d'EY était au départ motivé pour mettre en œuvre ce projet? Pour commencer, le nom Everest souligne l'audace de ce projet. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'évidemment, on ne peut mesurer son succès ou son insuccès qu'à l'audace de ce qu'on entreprend. Et ce projet, il avait en fait une logique assez naturelle qui est que EY est également l'auditeur des GAFA. Et qu'aujourd'hui, dans la partie consulting, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le managed services, c'est-à-dire la capacité à gérer des services et à faire des partenariats sur le cloud avec Amazon ou avec Google, etc. Et donc, EY, étant auditeur de ces mêmes GAFA, était quelque part empêché de mener certains de ces partenariats. Ce qui fait que, en menant ce projet de séparation, on libérait un potentiel de croissance très très fort. Et en plus de ça, grâce à la valeur que dégageait cette opération, ça nous permettait d'accélérer fortement nos investissements, notamment au plan extra-financier. Donc, quelque part, c'était l'assurance d'une croissance à 2 chiffres pour les années à venir. Ce faisant, la question qui vient après, vous allez me dire, c'est pourquoi est-ce que ce projet n'a pas été mené à bien? J'allais vous la poser. Alors, ce projet était extrêmement complexe à exécuter. Pour une première raison, c'est qu'EY est un cabinet qui est extrêmement intégré au plan mondial. Et donc, forcément, quand vous êtes très intégré, quand il faut vous séparer, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc, tout ça a pris du temps, un petit peu plus de temps que prévu. Et lorsqu'on s'est retrouvé en situation de pouvoir avancer et finaliser cette opération, les fenêtres de marché s'étaient un peu refermées et toutes les conditions n'étaient pas remplies, selon nous, pour qu'on l'amène dans les meilleures conditions possibles. Donc, on a décidé, effectivement, il y a à peu près 1 an, Pâques 2023, d'arrêter ce projet. On a parlé des associés américains qui avaient refusé ce projet de peur de perdre le conseil sur la fiscalité, qui est assez fort aux États-Unis, en séparant justement l'audit et le conseil. Quelle est la part de vérité là-dedans? Effectivement, il y a une part de débat qui portait plus que sur le conseil financier, sur le fait, comme je vous le disais, qu'un audit aujourd'hui revêt de multiples facettes et que parmi ces multiples facettes, la fiscalité joue un rôle absolument essentiel. Puisque il y a une compétition fiscale entre les pays et donc c'est un des risques auxquels les entreprises doivent faire face. Dans ce contexte, on a besoin d'experts en fiscalité. Alors la question, c'est de combien d'experts en fiscalité pour avoir un audit de qualité, et c'est effectivement un sujet qui a fait couler un petit peu d'encre aux États-Unis, on peut rien vous cacher, et ça a certainement et bien évidemment joué dans la balance. Je pense que je ne veux pas rentrer dans les détails de cette opération, ils n'ont pas vocation à être publics, mais évidemment, il y a eu un certain nombre de considérations, certaines reprises par les médias, d'autres pas. Tout état de cause. On reste un cabinet pluridisciplinaire, on reste un des leaders, et cette opération ne nous a pas empêché d'avoir une croissance à 2 chiffres en 2023. Alors, dernière question peut-être, si vous me permettez, sur ce sujet. Il me semble, en m'intéressant justement aux suites du projet Everest, que c'est pas totalement fini, c'est-à-dire que EY n'aurait pas totalement renoncé à ce projet. En effet, le nouveau dirigeant de l'antenne parisienne de EY, Jean-Roch Varron, dans une interview récemment donnée aux Échos, en parlait encore et le projet semble être sur sa feuille de route, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme. Quelles seraient les prochaines étapes à votre avis? Je vais pas reprendre les termes de Jean-Roch Varron, je pense qu'ils étaient très clairs. Mais bien évidemment, quand un projet est porteur de sens... vous y croyez encore? Ce sens qui, à un moment donné, est moins évident, peut redevenir évident dans le temps.
le monde évolue très très vite, donc je me garderais bien de faire des pronostics. Ce qui est certain, c'est que il faut pas fermer les portes trop vite. Alors quittons l'actualité et revenons sur votre parcours chez EY. Depuis le début de votre carrière, vous avez développé certaines expertises sectorielles. Vous en avez parlé avec le luxe et le groupe de Bernard Arnault. Il y a aussi les biens de consommation, le retail ou l'art. Vous étiez notamment en charge de l'audit du groupe LVMH jusqu'en 2021, au moment où il y avait cette rotation qui était obligatoire, et vous avez actuellement la charge du commissariat aux comptes de Chanel. Ce sont deux entreprises emblématiques françaises du luxe, très connues de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions que vous avez réalisées d'audit pour ces deux grands clients? Alors naturellement, une des qualités de l'auditeur, c'est sa capacité à garder la confidentialité sur ce qu'il fait. Au cas d'espèce, les mandats étant publics, je peux parler de généralité, rentrer dans les détails bien évidemment, n'est pas possible. Et évidemment, j'ai eu ce privilège d'auditer deux des leaders du luxe, un qui est toujours mon client, un qui l'a été. Ce sont des missions qui sont extrêmement exigeantes, ce sont des clients qui cultivent l'excellence à tout point de vue, et qui sont pour ça extrêmement enthousiasmants. Et quand je disais le privilège, c'est que lorsque vous êtes confronté à l'excellence, bien évidemment, il faut soi-même être excellent pour rester dans la course et répondre aux attentes des différentes parties prenantes. Quel est le rôle du partenaire auditeur dans ce type de mission? Le rôle de l'associé dans une mission, prenons LVMH comme LVMH, dont la capitalisation boursière est extrêmement élevée, il varie tout au long de l'année. Il commence par l'appréciation des risques. Et cette appréciation des risques est pas la même en fonction que vous êtes sur un cycle de croissance forte, en pleine période de Covid, ou, comme actuellement, sur une forme de normalisation dans le secteur du luxe. Donc bien évidemment, vous adaptez la grille de lecture que vous avez en matière de risque à la dynamique du marché. Cette dynamique de marché, elle revêt une importance toute particulière dans ce secteur du luxe, puisque c'est un secteur qui est verticalement intégré, à la fois sur l'aval avec la distribution, mais également sur l'amont, avec un certain nombre de manufactures. Et ça, c'est vrai pour les deux clients que je viens de citer. Et donc, vous allez voir comment cette tendance de marché, par exemple, va se décliner concrètement en matière de risque et de capacité à gérer ces risques. Ce qui veut dire que vous allez être, sur ces grands clients, au contact toute l'année avec les dirigeants, avec l'audit interne, avec un certain nombre de parties prenantes et bien évidemment la direction financière, pour apprécier la dynamique du moment. Vous commencez, si on parle de la mission à venir, 2024, vous commencez par apprécier cette situation, vous définissez un plan de mission. Alors ça veut dire quels pays vont devoir être audités, comment, par qui, à quel point est-ce que vous allez faire un usage de la data, est-ce qu'il y a des dynamiques particulières dans ces pays-là, comment les apprécier, considérant le risque géopolitique et d'autres facteurs de risque. Comment est-ce que vous suivez également la transformation de vos clients, puisque nos clients sont en transformation permanente. Donc, lorsqu'ils transforment leur fonction financière, qu'ils mettent en place un nouvel ERP, je sais pas, de nouveaux outils d'analyse de données, comment est-ce qu'on s'adapte à ces changements? Et tout ça se fait de plus en plus à l'aide du digital. Pour la petite histoire, EY est le premier utilisateur de Power BI, non pas parmi les Big Four, mais au monde. Parce que le digital est extrêmement puissant pour appréhender également la réalité de nos clients. Et donc, une fois que vous avez appréhendé toute cette réalité de l'entreprise, vous définissez un plan de mission, vous le présentez en comité d'audit, il est validé, et puis ensuite, vous allez l'exécuter en France, mais également à l'étranger. Et des sociétés comme Chanel ou comme LVMH ont une exposition extrêmement forte à l'étranger, même si elles ont des zones de production qui sont essentiellement au sein de l'Union européenne. Et pour préciser, généralement Italie, France et Suisse. Et donc, bien évidemment, vous allez avoir une approche sur les missions quand vous allez auditer les manufactures ou le sourcing de matières premières, d'or, de diamants, de laine, de cuir, qui va être très différente que lorsque vous allez auditer toute la partie création, la partie gestion des médias, et cette approche sera elle-même encore très différente lorsque vous allez auditer la distribution. Et donc vous allez décliner, en fonction des différents aspects de la chaîne de valeur, votre approche d'audit en France et dans les différents pays. Concrètement, combien d'auditeurs travaillent au quotidien pendant l'année sur ce type de mandat?
vous avez plusieurs dizaines de pays qui sont en jeu et qui sont importants. Et dans chaque pays, vous avez au minimum, en fonction de l'organisation de vos clients, c'est toujours pareil. Les organisations sont très variées, donc je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas, mais vous avez à minima une équipe. Parfois, vous en avez plusieurs à l'œuvre. Vous avez toujours un associé dans les pays importants. Et puis en France, généralement, vous avez un système de production qui fait que vous avez plusieurs équipes qui sont à l'œuvre, plus une équipe centrale qui coordonne l'ensemble. Donc c'est évidemment tout un écosystème et vous déployez des équipes au sein de tout cet écosystème. Donc les sommes en jeu et les équipes qui sont impliquées sont importantes. Quelle est la principale difficulté quand on mène ce type de mission d'audit? Là encore, la difficulté peut être très différente d'un client à l'autre, puisque tout part de l'organisation de nos clients et vous seriez surpris, si vous faisiez mon métier, Guillaume, de voir combien, sur un même sujet, les réponses des clients peuvent être différentes pour apprécier ou gérer un risque. Vous allez avoir des clients qui ont des systèmes très peu intégrés, d'autres qui ont des systèmes extrêmement intégrés. Et donc, vous partez toujours de l'organisation et des spécificités de cette organisation pour gérer l'audit. Donc, c'est très complexe de répondre de manière générale et c'est tout l'intérêt du métier, c'est de gérer cette diversité. Ensuite, on est également face à des risques aujourd'hui économiques, géopolitiques qui sont particuliers. La question est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent impacter la performance de ces entreprises, notamment en matière macroéconomique, et voir du coup comment est-ce qu'on adapte notre réponse aux risques qui émergent. Le principal risque qui pourrait impacter Chanel aujourd'hui, ce serait lequel? Encore une fois, j'ai pas vocation à rentrer dans les détails, mais je pense que sans parler de tel ou tel client, on sort d'un cycle extrêmement haussier dans l'industrie du luxe depuis plusieurs années. Et si l'on suit les publications et ce qui se dit dans les médias, il semble qu'on arrive à un moment de normalisation. Donc la question, c'est comment adapter les capacités de production et comment continuer à avoir du succès, comment garder l'exclusivité. Donc évidemment, il y a de nombreux défis. Vous avez des dirigeants extrêmement performants qui répondent généralement de la bonne manière. On a la chance quand même d'avoir un certain nombre de leaders, sinon tous les leaders du luxe en France ou au moins au sein de l'Union européenne. Et donc ces risques vont s'incarner. Mais comme on le dit souvent, les prévisions sont souvent fausses, surtout quand il s'agit de l'avenir. Vous mentionnez tout à l'heure les avantages de la pluridisciplinarité des cabinets du Big Four comme EY. Dans quelle mesure les auditeurs, les équipes d'audit d'EY travaillent étroitement en relation avec d'autres équipes du cabinet, équipes sur la fiscalité, sur le juridique ou sur de l'advisory de manière générale? Alors, on travaille toujours au sein d'une équipe qui est pluridisciplinaire. C'est tout l'intérêt. Donc, vous avez une équipe qui a des gens qui vont faire de l'audit. En fait, ces gens-là vont être en interaction avec des gens qui font de l'audit IT, avec des gens qui sont spécialisés en analyse de données. On a une équipe qu'on appelle ACE, qui vont travailler également avec des personnes qui vont être spécialisées potentiellement sur le contrôle interne ou sur d'autres éléments, avec des fiscalistes, avec des actuaires, avec, je cherche d'autres spécificités, j'en trouve pas. Je dis quoi? Fiscaliste, actuaire. Pas des évaluateurs, mais je sais pas dans quelle mesure. Oui, avec des gens spécialisés en évaluation, et ainsi de suite. Et donc, vous avez une équipe avec des personnes qui vont être impliquées sur le long terme et puis d'autres qui vont intervenir de manière plus ponctuelle. Mais c'est toujours une équipe. Et c'est toujours une équipe globale, pluridisciplinaire. Au-delà de votre rôle de partenaire, vous avez d'autres engagements au sein d'EY. Le premier, c'est que vous co-dirigez l'activité Family Business, donc c'est le marché des entreprises familiales au sein de EY. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais avec plaisir. Je tiens tout particulièrement à ce marché puisque les entreprises familiales sont un des poumons de notre économie et qu'en France, on a, parmi les entreprises familiales, la plupart des ETI sont des entreprises familiales. On a 5500 ETI en France, l'Allemagne en compte 12 000. Donc on a un enjeu macroéconomique de première importance qui est la capacité à transmettre ces entreprises familiales. D'autre part, les entreprises familiales sont ancrées dans les territoires et ont généralement une vision long terme, une vision qui est plurigénérationnelle.
ce qui est très intéressant. Alors, on retrouve dans les entreprises familiales, vous les avez citées, LVMH et Chanel, qui sont des entreprises familiales, et puis on retrouve des entreprises qui sont parfois moins visibles, parfois de moins d'envergure, mais qui sont toutes très importantes dans notre écosystème. Quelles sont vos missions, du coup, au quotidien dans cette activité family business? Ça consiste en quoi, en fait? Dans cette activité, c'est encore une fois un des poumons de l'économie. Donc, il y a énormément d'associés qui interviennent dans ce domaine-là. Moi, ma mission consiste à animer et m'assurer qu'on répond aux défis et aux enjeux de ces entreprises familiales de la bonne manière. Une entreprise familiale, c'est une entreprise qui a des enjeux particuliers de transmission. C'est une entreprise qui a des enjeux de rémunération de ses dirigeants qui lui sont spécifiques. C'est une entreprise qui a une vision très long terme, comme je le disais. Dès lors, il est important qu'on mette face à ses dirigeants, à ces entreprises, des personnes dont l'ADN est pleinement compatible avec cette vision-là. Et je crois que c'est par les entreprises familiales qu'on continuera à avoir un développement économique qui est le gage de notre indépendance et notre souveraineté globale. Une autre de vos casquettes, Patrick Vincent-Genoux, c'est que vous êtes en charge du EY Prix de l'entrepreneur de l'année qui récompense chaque année des entrepreneurs qui ont des entreprises en croissance, mais aussi qui respectent une certaine responsabilité et un modèle économique pérenne. Quel est l'objectif de ce prix et quel est votre rôle dans ce cadre-là? Le prix de l'entrepreneur de l'année met en avant des parcours de femmes et d'hommes qui sont déterminés et qui ont un impact positif sur la société. Ce qu'on cherche à valoriser, c'est bien évidemment l'entrepreneuriat, mais c'est l'entrepreneuriat qui présente un certain nombre de valeurs. Ce prix est extrêmement important pour nous. Qu'est-ce qu'un entrepreneur, en somme? Entrepreneur est un mot français, on le rappelle souvent à travers le monde. Et un entrepreneur, c'est une personne qui arrive là où il n'y avait rien et puis qui fait surgir un immeuble, une usine. Et en fait, on est tous indirectement des clients d'entrepreneurs. C'est grâce à l'entrepreneuriat que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Et bien évidemment, l'entrepreneuriat est vertueux. Et c'est cette vertu-là qu'on cherche à faire ressortir à travers ce prix. On a 8 régions qui sont impliquées. On commence par avoir un prix qui se joue au plan régional. On a un prix de l'entrepreneur de l'année, on a un prix de l'entreprise familiale, un prix des startups, un prix des scale-up et un prix également de l'engagement sociétal, qui est extrêmement important pour nous. Et puis, ces 8 régions, ensuite les lauréats concourent au prix national, et le lauréat du prix national concourt au prix international. Et on a récompensé des dirigeants extrêmement emblématiques en France, fondateur de VP, le dirigeant de CMA-CGM, Moed Altrad, qui est également devenu entrepreneur de l'année au niveau mondial et qui a une histoire extrêmement porteuse de sens. Je passe à quelques questions sur le recrutement, Patrick Vincent-Genoux, si vous le voulez bien, puisque nos auditeurs sont très intéressés évidemment par les stages et les CDI chez EY. Beaucoup d'étudiants de Training You postulent d'ailleurs chez vous, soit en audit, soit dans d'autres métiers au sein du cabinet. Comment vous sélectionnez les bons candidats et quels seraient vos conseils pour réussir à obtenir une offre de stage ou de CDI chez EY en audit? Ce qu'on attend d'un candidat, c'est de l'engagement, c'est de la fiabilité, c'est de la curiosité et c'est la capacité à travailler en équipe. Et donc, comment est-ce qu'on sélectionne les bons candidats? Mais on a beaucoup de bons candidats. Je pense que la France a la chance d'avoir un vivier d'écoles, d'ingénieurs et de commerce qui est extrêmement riche. Chez EY, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on est également le cabinet qui recrute le plus d'ingénieurs. Et même s'ils n'ont pas de connaissances comptables ou financières à l'origine, on les forme, comme je vous l'ai dit. J'en suis très fier parce que je pense que cette diversité est aussi une des sources de nos succès. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de vos jeunes collaborateurs, des jeunes auditeurs qui travaillent à vos côtés dans les missions de commissariat aux comptes? Ce que j'attends, c'est d'abord l'engagement, comme je disais. C'est-à-dire des personnes qui soient motivées, qui soient extrêmement curieuses d'apprendre, qui soient fiables et qui soient intéressés par le fait de grandir et de continuellement se former à des éléments qui peuvent être des éléments, on le disait, de performance extra-financière, de nouvelles technologies, mais également d'ingénierie financière. Faut pas l'oublier, c'est important. Aujourd'hui, c'est la première manière de mesurer la valeur. Et puis des personnes qui aient les qualités qu'on évoquait, c'est-à-dire la capacité à comprendre une activité, le sens du contact, la capacité à être sur le terrain, puis la capacité à communiquer correctement avec les parties prenantes. On va passer au traditionnel quiz du Career Insight. J'en rappelle rapidement les règles. Ce sont des
questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Très bien. Est-ce que ça vous va? Ça me va. On y va. Si vous deviez décrire EY en un mot, cela serait lequel? Engagé. La principale qualité d'un auditeur junior. La curiosité. La principale qualité d'un auditeur senior. La curiosité. Votre meilleur souvenir professionnel. Il y a beaucoup de meilleurs souvenirs professionnels. Le meilleur reste sans doute à venir, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager par mes missions. Et je pense que c'était vraiment extrêmement passionnant parce que j'ai découvert énormément de diversité, de richesse. Votre pire souvenir professionnel. Le pire, j'ai dû l'oublier. Comme le disait Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Mais plus sérieusement, le pire souvenir, c'est pas le pire souvenir, le plus difficile pour moi, c'est quand une collaboratrice, un collaborateur nous quitte. On a formé des gens, on grandit avec eux, on crée des liens d'amitié, et puis voir les gens ensuite partir vers d'autres horizons est à la fois notre vocation, c'est toujours un déchirement qui est vite oublié quand on voit les succès des personnes qui sont passées par EY, et j'ai beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai eu le privilège de travailler et qui aujourd'hui occupent des postes à responsabilité dans des grandes entreprises. La plus belle mission que vous avez réalisée. La plus belle mission reste à venir. La mission la plus difficile sur laquelle vous avez travaillé. Je crois que la mission la plus difficile était certainement une des premières missions où j'étais très exposé et on se demande toujours si on va être à la hauteur. Le client qui vous a le plus impressionné. Je suis très impressionné par l'excellence qui est développée aujourd'hui par les leaders du luxe, que ce soit LVMH, que ce soit Chanel. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui. Quand j'étais jeune auditeur, je me suis retrouvé un jour face à un client sur une mission spéciale d'accompagnement qui attendait énormément de moi et je me disais, mais moi, est-ce que j'ai vraiment les compétences pour répondre aux attentes de ce client? Et donc, je me suis retrouvé un jour, après peu d'expérience, face au directeur financier qui m'accueille, qui appelle son directeur général adjoint et le directeur général, et les trois qui me disent « On est vraiment content de vous voir arriver parce qu'on a vraiment besoin de vous ». Le conseil que vous donneriez au jeune Patrick Vincent Genot qui étudiait à l'ICN Business School à la fin des années 1990? Alors, je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est d'apprendre, toujours apprendre et continuer à apprendre. Et le deuxième, c'est que la vie est trop courte pour faire quelque chose qui vous rend pas heureux. Donc, je recommanderais de continuer ainsi. Merci Patrick Vincent Genot pour avoir partagé votre expérience dans le Career Insight. Avec plaisir, Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme TrainingView si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.